Alors bonjour à tous, donc je suis en compagnie de Lionel Davout. Bonjour. Bonjour, salut. Lionel Davout est surtout connu pour sa grande saga Les Dieux Sauvages, mais là récemment tu as sorti aux éditions Argyll un livre sur comment écrire de la science-fiction et de la fantasy. Déjà, est-ce que tu peux nous en parler, parce que tu as déjà nous parler de ta carrière auteur qui explique en fait ce livre de conseils. Alors, donc le bouquin est court, il est concis, c'était volontaire de ma part parce que, en fait, très simplement, c'est le bouquin que j'aurais voulu trouver quand j'ai commencé. Ok. Donc, l'écriture, alors bon, heureusement c'est une idée qui commence à circuler dans les milieux, comme on dit. L'écriture, il y a aussi une technique. C'est pas juste l'inspiration qui te frappe et t'écrit et c'est forcément génial du premier coup. Il y a du travail, il y a aussi des codes et de la technique. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des règles, mais ça veut dire que quand même de la même manière, c'est comme par exemple les règles de la perspective en dessin. C'est quand même intéressant à connaître. Tu vas pouvoir dire après, maintenant que je les connais, je vais en faire autre chose. Ok, très bien. Mais c'est intéressant à connaître. Donc, moi, ne serait-ce que parce que moi, je voulais écrire des histoires et je voulais avoir les moyens de les avoir. Je voulais les moyens d'écrire les histoires dont j'avais envie. J'ai bossé ça, simplement pour élargir ma palette et ma technique, etc. Et à force de creuser dans les choses, je suis arrivé à un certain nombre de compréhensions personnelles et notamment de choses que j'ai vues qui, évidemment, j'ai pas tout lu et j'ai pas tout vu, bien sûr, mais que j'ai trouvé qui manquaient un peu dans le paysage. Il y a assez peu de livres d'écriture en français. Dans le paysage, il y en a énormément en langue anglaise, de qualité extrêmement diverses. Tu t'es inspiré des masterclass, par exemple, de Brandon Sanderson, de Neil Gaiman? Alors non, que j'aime beaucoup, mais c'était pas l'idée de comment écrire de la fiction, rêver, construire, terminer ses histoires. L'idée, alors il y a dans ce livre, il y a un peu des conseils fondamentaux sur l'écriture qu'il est impossible de ne pas dire quand tu fais un bouquin sur l'écriture, du genre, parce que c'est aussi des choses que j'ai fréquemment vues qui me manquaient quand je donne des ateliers d'écriture, donc des choses sur les temps de narration, des choses sur le point de vue, etc. Mais quelque part, c'est le passage obligatoire dans le bouquin. Le gros truc qui, moi, me tenait à cœur de vraiment développer dans ce livre, et qui est quasiment la grosse partie, qui est la partie construire, c'est très rapidement la notion de conflit en narration. Qui est souvent très mal comprise. Et le mot conflit d'ailleurs n'est pas un bon terme parce qu'il évoque l'affrontement de A contre B. Plus la friction. Exactement. C'est beaucoup plus la friction, c'est-à-dire que les histoires, c'est des événements et les événements ne naissent que quand il y a divergence, au sens le plus vaste du terme. Je prends un exemple très rapide. Frodon et Sam sont copains. Gollum arrive. Frodon et Sam ont des visions différentes de Gollum, ce qui donne la richesse de l'histoire. Sans même parler de est-ce que Gollum va trahir ou pas, est-ce qu'il va les envoyer dans un guet-apens, etc. Rien, même parler de ça, la relation entre Frodon et Sam se complexifie et devient et s'approfondit parce que la présence de Gollum fait justement des frictions entre les deux. C'est le conflit dans son acception la plus vaste en termes de narration, c'est ça. C'est pas du tout A veut casser la gueule à B, qui est la version la moins intéressante de ça. C'est justement tout l'éventail de nous sommes différents, nous sommes des personnes différentes, donc nous avons une divergence potentielle sur certaines choses ou pas sur d'autres qui vont nous permettre d'avancer et ça c'est hyper riche humainement, donc narrativement. Frodon et Sam ne sont pas ennemis, mais ils ont on développe plein de thèmes à travers le fait qu'ils ont une vision différente de Gollum par exemple. Donc tu penses qu'un récit est, j'avais envie de dire inintéressant, c'est clivant comme terme, mais s'il n'y a pas justement ces frictions-là, si tout le monde pense la même chose, par exemple de la faction adverse, on n'aura pas d'histoire? Je pense, l'adage dit les gens heureux n'ont pas d'histoire. Globalement, et encore une fois, cette histoire de friction, c'est presque un terme, c'est pour ça que j'aime bien le thème de divergence qui peut être extrêmement réduit. Je prends vraiment pour ça, je prends l'exemple de Frodon et Sam, qui sont alliés, qui visent la même chose, mais qui ont une vision différente. Et à partir de là, évidemment, on peut aller jusqu'aux adversaires, les méchants de James Bond, etc. Mais ça, c'est facile. Entre guillemets, à conceptualiser. Le truc plus difficile à conceptualiser, justement, c'est ces frictions différentes. Et je pense en plus, de manière générale, qu'à partir du moment où tu écris des personnages, ils sont tous différents. Donc, mais à partir de là, la difficulté, mais c'est là que se trouve un matériau narratif hyper riche, c'est justement de voir en quoi ces gens sont différents
et d'explorer leur divergence, leur convergence. C'est pour ça que j'aime vraiment bien l'exemple, en plus il est connu, de la relation Sam et Frodon, qui sont amis, qui visent la même chose, qui veulent en plus prendre soin l'un de l'autre, et qui pourtant, l'arrivée de Gollum fait éclater au sens fait jaillir plein de trucs vachement intéressants sur leur relation. Après, évidemment, on peut avoir des méchants, des adversaires, etc. Mais le conflit narratif, c'est toute cette expression-là. Et le terme est mal choisi, il vient des États-Unis qui sont beaucoup plus mécanistes et utilitaristes. Donc ça donne cette impression de on va s'affronter. Mais quelque part, c'est pas très. Enfin, c'est vachement. C'est l'affrontement psychologique et moral. J'ai même pas le terme d'affrontement, tu vois. Pour moi, c'est. On prend le conflit narratif, pour moi, c'est vraiment des volontés qui viennent de gens qui ont toutes et tous leur parcours, leurs envies. En plus, ces volontés sont polysémiques. Je veux dire, Frodon, il veut sauver le monde, mais à un moment, le matin, il a mal aux pieds et il a faim, quoi. Donc, tout ça, ça va se situer à des tas de dimensions différentes. Et l'histoire, elle va se trouver dans la rencontre plus que la confrontation. Malheureusement, une confrontation est aussi une rencontre, mais cette rencontre de ces divergences, de toutes ces diversités, de toutes ces complexités. Et après, on voit ce qui se passe. Mais je pense que, bon, déjà, c'est impossible d'avoir des personnages qui sont absolument identiques, mais que le terreau d'une histoire et le terreau de l'évolution d'une histoire, Aristote disait une histoire, un récit, c'est l'actualisation d'une situation riche de potentialités, c'est-à-dire actualisation au sens réalisation. Il faut imaginer le petit flocon de neige au bout de la pente, tu pousses, puis ça s'entraîne, il y a un élan et ça fait l'avalanche. Le parcours de l'histoire, c'est ça, et ça naît, à mon humble avis, de la diversité des volontés des personnages et de comment ces volontés vont s'exprimer dans le monde. Et pour moi, ça, c'est une histoire. Et une histoire, c'est ça. Je pense que c'est absolument synonyme dans, encore une fois, la définition la plus large et la plus polysémique du truc. Une histoire, c'est effectivement Frodon qui affronte, bon, il n'est pas vraiment présent, mais qui affronte, qui se bat au sens large contre les forces de Sauron, etc. Il faut aller mettre là. Donc derrière, il y a des batailles, il y a les poursuites avec les Nazgûl, etc. Il y a toutes ces scènes riches d'action qui sont vraiment pour le coup des confrontations. Mais une histoire et sa richesse, c'est aussi la relation Frodon-Sam, la relation Merry-Pippin. Merry-Pippin qui fout le Bronx et ça pose des problèmes. Ça aussi, c'est du conflit narratif. Mais ça n'est pas un affrontement. C'est l'expression, voilà, de ces divergences, dont, encore une fois, le conflit frontal est, pour moi, la version la moins riche et la moins intéressante à prendre comme une grille de lecture. Après, j'adore écrire des grosses batailles épiques, etc. Donc je suis pas ça, contre. C'est autre chose. Je bâche pas le conflit frontal, mais c'est une définition qui est restrictive. Et si on l'élargit, on a toute la richesse de ce que la narration peut être, de tout ce qu'une histoire peut être. Parce que je réalise en fait que le titre de ton livre, c'est pas comment écrire un roman, c'est comment écrire de la fiction. Écrire de la fiction. Et en fait, là, ce que tu me racontes, tu me dis même une rencontre, c'est une confrontation. Dans le jeu, une confrontation est une rencontre. La confrontation est une rencontre, parce que par exemple dans le jeu de rôle, on prend la version anglaise des Donjons et Dragons, Encounter, c'est rencontre. Absolument. Mais ça peut être une rencontre pacifique, brutale. Donc en fait, c'est plus écrire, raconter en fait une histoire plutôt que l'écrire. Alors c'est les deux, c'est-à-dire que dans le bouquin qui est assez court en plus, il fait je sais plus 200 pages, un truc comme ça, il fait 300 000 signes, mais je sais plus 300 000 signes. C'est que il y a dans le bouquin, le but était de couvrir, mais sans donner. Je voulais pas rentrer dans des choses de technico-technique. Voilà, parce que dès qu'on rentre dans des choses qui sont vraiment technico-techniques, on entre dans les particularités des méthodes de travail des uns et des autres. Moi, j'aurais pu donner la mienne, qui aurait pu être intéressante, mais personne ne devrait la copier parce que c'est la mienne, elle me correspond. Et en plus, au fur et à mesure de mon évolution, elle a changé. Donc, ce que je voulais vraiment donner dans ce bouquin-là, c'était couvrir toutes les phases de la création romanesque, de l'idée, en passant par la construction, jusqu'à finir, corriger, etc., en donnant les grands principes, les grands fonctionnements, pour moi les grands axiomes, et après on les implémente comme on veut. Pour prendre un exemple très simple, il y a des gens
Il y a des gens qui écrivent à la main, comme il y a des gens qui écrivent à l'ordinateur, ou même il y a des gens qui ont écrit des romans sur le téléphone. Il y a des gens qui, enfin moi par exemple, je retravaille à la machine à écrire en ce moment, la machine à écrire connectée quand même, parce que voilà. Ouais. Mais et parce qu'il y a il y a une simplicité de l'outil qui me convient bien en ce moment. Mais voilà, c'est pas parce que moi ça fonctionne pour moi que ça va fonctionner pour le voisin ou la voisine. D'accord. Donc moi c'était vraiment, dans ce bouquin, c'était voici à mon avis ce qui compte pour une histoire, voici les grands principes, par exemple le fait que le conflit pour moi est une règle, enfin une règle, pas une règle, un principe et un fonctionnement, pour moi c'est vraiment consubstantiel de l'histoire, c'est presque synonyme. Le conflit au sens où on en a parlé à l'instant, hein, pas le conflit à me casser la gueule à la baie, pour moi c'est la nature même de la narration. Donc c'était de donner ces trucs-là, et après, vous l'implémentez comme vous voulez. D'accord. C'est en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce que vous voulez dire aussi, en fonction du genre d'histoire que vous voulez raconter. Le roman d'aventure et d'action va avoir beaucoup plus de confrontation que le roman sentimental, par exemple. Alors, c'est un bouquin, forcément, je suis auteur d'imaginaire, donc forcément, je parle un peu plus d'imaginaire, mais globalement, Comment écrire de la fiction n'est pas un bouquin sur l'imaginaire en soi, c'est un bouquin sur la fiction. Oui. Et l'imaginaire se plie aux mêmes règles que toute la fiction, ça reste de la fiction à la base. Et donc toi, tu fais partie du podcast Procrastination, donc, qui parle globalement de comment écrire, donc, comme tu dis, sur la fiction. Est-ce que dans ce roman-là, tu as demandé conseil à tes partenaires, Estelle, Mélanie, voire même Laurent, Genefort Non, on n'en a pas parlé. Par contre, effectivement, on se nourrit toutes et tous, on se le dit en off assez régulièrement. En fait, c'est vachement intéressant Procrastination, pour nous aussi, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on se nourrit toutes et tous de nos approches qui sont différentes. Et, donc moi je produis après Procrastination c'est nous trois, je m'occupe de la prod et quand j'ai proposé donc à l'époque à Laurent et à Mélanie cette aventure hautement déraisonnable, pour moi c'était super important d'avoir et Estelle donc Laurent a dû arrêter, c'est Estelle qui a pris sa place. Ouais. Pour moi, c'était très important et je pense que c'est la richesse du truc, c'est qu'on ne soit pas d'accord en fait. Parce que trois personnes différentes, qu'on a trois manières très différentes de travailler et la méthode dont on va avoir besoin pour auditeur ou pour auditrice va être une quatrième différente qui va peut-être être inspirée de... et en gros, l'idée, pour moi, c'est l'intérêt, c'est que les gens vont picorer un peu chez Estelle, un peu chez Mélanie, un peu chez moi. Ouais. Donc, j'ai pas demandé à mes camarades, je me suis nourri de nos conversations. Pour le coup, c'était ce que j'en pensais. Et l'idée était aussi, le bouquin commence avec une petite avant-propos assez court qui est en gros, citation de Bouddha que j'aime beaucoup, douter de tout, y compris de ce que je vais vous dire, qui est le but de ce bouquin-là, c'est pas qu'on adhère nécessairement à ce que je raconte. Bon. Mon but avec ce bouquin-là, c'est de nourrir la réflexion, comme quand je fais un atelier. Remettre en cause ce qu'on applique déjà, plus remettre en question pour être sûr que c'est la bonne chose. Plus qu'on fasse son chemin et qu'on fasse son propre truc. De la même manière que moi je l'ai fait, en disant voilà à mon avis ce que je pense, mais si vous n'êtes pas d'accord, je veux dire, montrez-moi que j'ai tort. Ouais. Très bien. Je veux dire, le but d'un atelier, d'une conférence, d'un atelier d'écriture, d'un bouquin comme celui-là, pour moi, c'est vraiment que la personne qui est à recevoir le truc réfléchissent, métabolisent, digèrent et se disent moi ça me convient bien, ça me convient moins bien. Mais c'est très bien le fait de se dire ça me convient moins bien, parce que l'écriture aussi, toute création, il y a aussi une énorme phase d'expérimentation. Et on progresse autant quand on a fait des trucs dont on est content que autant quand on fait des trucs dont on n'est pas content ou dont on se dit qu'ils marchent moins bien, parce que c'est aussi riche d'enseignement. Et si les gens sortent de Comment écrire de la fiction en disant moi je suis absolument pas d'accord avec ce bouquin, ok super, très bien. Ouais. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi à ce moment-là? Et si le bouquin a pu te tendre un miroir qui t'a fait dire ah putain ça m'a fait réagir ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait piger plein de trucs, c'est cool. Si le bouquin se dit non moi ça me convient pas du tout, l'essentiel qui va derrière c'est ok d'accord, qu'est-ce qui est important pour toi? Comment veux-tu travailler? Si le bouquin t'a renvoyé ça aussi, c'est bien. L'essentiel c'est juste que tu progresses en tant qu'auteur ou autrice. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin-là. C'est, voilà ce que je crois avoir appris, voilà, je vous le donne. Voilà, comme on dit, je pose ça là. Si vous n'êtes pas d'accord, très bien, sachez pourquoi, expérimentez, faites votre truc.
Et le but, c'est juste, pour nous toutes et tous, c'est pas de s'écharper sur des questions de théorie ou de méthode, etc. C'est d'écrire un livre, enfin d'écrire son histoire. Exactement, ouais, d'écrire son histoire. Fais le projet dont tu as envie et qui, espérons-le, parlera au public que tu veux rencontrer. Et c'est le but, ça n'est que ça. Le reste n'est qu'outil. Tu construis une maison avec une truelle. Si tu le construis je suis désolé, je vais montrer mon énorme incompétence en termes de bricolage. En termes de construction de maison. En termes de construction de maison, mais je veux dire, si tu l'as construit avec une truelle, c'est très bien. Si tu l'as construit avec d'autres outils de façon créative, etc., mais que la maison elle tient et que tu es bien dedans, c'est bien aussi. Je veux dire, quand c'est la maison, on s'en fout comment elle est faite. Et pour quelqu'un qui veut progresser, parce que c'est l'objectif de ton roman, c'est quoi ton ultime conseil, celui que tu dois donner en priorité quand quelqu'un te dit je veux écrire une histoire, qu'est-ce que tu lui dis toi? Alors il est dans le bouquin le conseil, c'est-à-dire qu'il y a un truc, c'est que moi c'est ce que j'appelle touche le manuscrit tous les jours. D'accord. Alors c'est pas écrire tous les jours. C'est ce que souvent le conseil que les autrices donnent, le grand conseil tarte à la crème, c'est écrire tous les jours. Le problème avec ce conseil, c'est que je trouve incomplet, qui est que on peut se dire « Ah, j'ai écrit une carte postale à ma grand-mère, j'ai écrit. » Ouais, mais si tu fais ça tout le temps, en fait, ce qui compte, c'est pour ça que tu travailles sur un projet, mettons qu'il y a le projet, on peut travailler sur plusieurs trucs en parallèle, mais mettons que tu travailles sur un projet qui t'accapare, qui est vraiment le truc sur lequel tu avances. Pour moi, le truc qui est le plus important, ça n'est pas nécessairement de mettre, en tout cas, en plus quand on a mis un boulot à côté et tout, c'est pas nécessairement de mettre des grosses sessions d'écriture, même si à un moment il faut quand même le faire pour avancer, parce que ça nécessite du temps. Mais le truc qui est plus important avant de se dire ça, c'est de faire mûrir, de faire incuber son projet. Et donc en fait, ce que je recommande moi, c'est de s'astreindre à écrire une phrase tous les jours dans son manuscrit, qu'il pleuve ou qu'il vente, minimum. Et c'est pas la phrase en soi qui compte. Oui, bon, en fait, c'est juste une métrique pour dire... Parce qu'en fait, quand tu te dis, bon, je reprends mon manuscrit, je regarde ce qu'il y a, je me remets dedans pour écrire une phrase. En fait, le truc qui est important, c'est de se remettre dedans. Et la phrase est une bonne métrique, je trouve, mais en fait, c'est pas tellement la phrase qui compte, c'est que même si la vie explose et que tu as 3 millions de choses à faire et que le boulot te bouffe, etc., et que tu peux pas travailler correctement pendant la semaine sur ton projet, par exemple, le simple fait de faire l'effort mental, d'écrire une phrase, nécessite de se replonger et surtout c'est de ne pas perdre le contact avec le projet. Ouais. Et pour moi c'est ça qui est super important. Je pense qu'on peut toujours écrire une phrase dans la journée, mais encore une fois c'est pas la phrase qui compte, c'est l'action créative. Voilà, c'est l'action de faire l'effort de reprendre suffisamment contact avec son projet pour arriver à en sortir une phrase. C'est ça, c'est l'effort de. Et si t'écris pas la phrase, c'est tricher. Tu fais j'ai relu, c'est bon. Non, il faut un certain effort créatif pour sortir une phrase et qui va un peu plus loin que le simple fait de relire. Donc voilà, pour moi, c'est la régularité compte davantage. En plus, ça a des tas de bénéfices, par exemple. On sait que les écrivaines sont des maîtres procrastinateurs. C'est pour ça que le podcast s'appelle Procrastination. C'est qu'en gros, les auteurs, y compris des tas d'auteurs célèbres, classiques, etc., sont hyper doués pour ne pas bosser. Ils se trouvent des tas de bonnes excuses. J'en fais partie aussi, parce que l'écriture ça fait un peu peur, c'est normal, c'est anxiogène, on défriche quelque chose qui n'existe pas, ça nécessite un effort mental assez considérable, on a peur, on a envie que ce soit bien, on a envie d'être fidèle aux grandes envies qu'on a pour son projet, donc ça fait peur et souvent on se dit des fois c'est plus facile de rester sur les rêves qu'on a d'un projet idéalisé plutôt que d'écrire une phrase en se disant la phrase elle n'est pas terrible. Donc, et c'est normal cette peur. Donc un bon antidote à ça, c'est aussi de prendre une habitude en se disant ceci n'est que du texte, ce n'est pas grave. J'écris une phrase, je garde le contact, les idées vont venir. Et au bout d'un moment, quand tu fais ça régulièrement, tu découvres que quand tu as un moment pour écrire un long moment, c'est plus aussi difficile parce que tu n'es pas en train de te dire je n'ai pas bossé sur mon projet depuis une semaine, un mois, 6 mois, un an. Qui sont ces gens, qu'est-ce que je raconte, où j'en suis, il faut que je relise, il faut que je reprenne tout, et du coup, en plus, tu finis par jamais le faire. Là, tu fais, c'est pas grave, j'ai pas pu travailler pendant X temps, mais c'est resté dans ma tête, j'ai des idées, ça a incubé, ça continue à tourner. Quand je me mets devant le machin, j'ai enfin 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est bon, c'est moins dur. Donc, moi, c'est vraiment ça, c'est la régularité compte beaucoup plus et beaucoup plus productive à la fin que de se dire, je vais rentrer une grande session d'écriture à un moment quand j'aurai le temps. Robin Hobb, elle a une expression que j'aime beaucoup, elle dit, et je trouve que c'est vrai, il faut arrêter de se dire ça. Elle dit, je cite, « Vous n'aurez jamais plus de temps que maintenant ».
Ouais. Donc voilà, il faut se dire, je cale du temps quand je peux. Et voilà. Pour toi, la créativité, c'est comme un muscle, comme si on était au sport et que là, tu me parles de régularité, de travail sur soi, même mental. Alors oui, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, une part ineffable. Ok. Que personnellement j'appelle le mystère, mais je crois que j'ai piqué l'expression à Stephen Pressfield, mais c'est-à-dire qu'il existe, dans mon boulot, j'ai vu régulièrement des coïncidences inexplicables je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'en parle sur le blog et tout, de trucs où à un moment, je vois bien que mon inconscient, même des fois des années plus tôt, m'avait fait mettre des éléments, je dis mon inconscient, mais c'est les Grecs auraient dit la muse, etc., on fait mettre des éléments. Et genre 3 ans plus tard, je fais ok, c'est à ça que ça servait. Je n'ai aucune idée, je ne savais pas consciemment. Donc il y a une part d'ineffable. Certains vous diront le talent, etc. Il y a des écharpements sur est-ce que le talent existe ou pas. De manière générale, c'est comme disait, je crois que, je ne sais plus si c'est Lavoisier, Dieu, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Pour moi, c'est un peu la même chose. Ce que je peux faire, moi, consciemment, c'est travailler la technique, travailler, me nourrir de plein de choses, lire, me renseigner sur le genre. En plus, surtout dans les genres d'imaginaire, il y a beaucoup d'intertextualité. Bon, j'aime ça, donc c'est pas non plus une corvée. Les films, me nourrir de plein de trucs, mais surtout travailler avec discipline et avec rigueur, avec dévouement et avec humilité, pour essayer de servir les projets dont j'ai envie. Ça, je peux le contrôler, ça j'ai accès. Alors je peux le contrôler, ça dépend des jours, et des fois on a plus de difficultés à travailler avec d'autres, mais bon, globalement, travailler ma discipline, travailler ma technique, travailler mon dévouement à mon projet, ce sont des choses qui relèvent de ma volonté. Ok. L'inspiration, le mystère, la muse, etc., ce ne sont pas des choses, ou alors le talent, parce qu'il y avait eu quelques écharpements là-dessus récemment, sur est-ce que le talent existe ou pas, est-ce que l'inspiration existe. Ça ne sont pas, c'est pour ça, voilà, c'est le truc, Dieu, j'ai pas eu besoin de cette hypothèse, ce ne sont pas des choses que je contrôle consciemment. Est-ce que j'ai du talent, est-ce que j'ai l'inspiration? Je ne sais pas, je n'en sais rien, et ça ne m'aide pas à écrire, d'une manière ou d'une autre. Donc, je préfère, moi, me concentrer sur les questions qui me permettent d'avancer, parce que comme on disait tout à l'heure, le juge de paix, c'est est-ce que j'ai fait un projet dont je sois content, et que je l'ai rendu suffisamment accessible pour toucher le public que j'aurais aimé toucher. C'est ça le truc, c'est est-ce que j'ai réalisé les choses. Le reste, on n'y a pas accès. Donc c'est pour ça, je pense oui que la créativité, il y a un côté musculaire, il y a un côté pratique, surtout qu'en plus, un côté pratique régulière. Surtout qu'en plus, quand on travaille régulièrement sur un projet, on se nourrit, on s'en imprègne, ça peut effectivement aider l'inconscient, le mystère, la muse, whatever, à vous servir des éléments qui vont servir plus tard. Donc c'est bien de s'immerger dans le truc. Et puis en plus, ça rend la création plus facile aussi, parce que c'est déjà suffisamment difficile comme ça, des fois, on va pas non plus se compliquer la vie. Mais donc il y a un côté muscle, mais surtout, le truc, c'est que c'est vraiment la discipline, la pratique sont pour moi les seules choses auxquelles nous avons consciemment accès et que nous pouvons contrôler pour essayer de créer des choses. Le reste, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que le talent existe? Grand débat qui a agité Twitter récemment. Est-ce que le talent existe? Je ne sais pas. Je n'en sais rien et ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne va pas répondre à quoi que ce soit qui est que moi j'ai envie d'essayer d'écrire un truc. Un truc qui est sûr, c'est que je sais que l'écriture s'apprend puisque je l'ai apprise. J'ai beaucoup bossé, étudié notamment narratologie à l'époque chez les Américains parce qu'il y en avait beaucoup. On a beaucoup de ressources maintenant en français, mais il n'y en avait pas à l'époque. Quand j'ai commencé, jadis, quand j'ai vraiment voulu faire ça rigoureusement, j'ai montré mon âge à la fin des années 90, mon Dieu. Donc tout ça sont des choses qui sont opérantes et sur lesquelles on peut agir et que l'on peut nourrir et que l'on peut développer. Le reste est hors de notre champ, donc je ne sais pas. Et ça m'aide pas de toute façon. Donc à défaut, travaillons le muscle. Ça au moins on sait qu'on va pouvoir avancer, ça au moins on sait qu'on va pouvoir faire des choses. Le reste... c'est de la discipline, tout doit passer par la discipline. Disons que, à minima, la discipline et le travail sont susceptibles de
de rapporter des résultats. Oui. Cette citation, je la mets dans la première de la fiction, mais c'est un peu la même chose. C'est deux intellectuels assis vont moins loin qu'un con qui marche. Bon, je ne sais pas si je suis con ou intellectuel. À défaut, je marche. Ok, très bien. C'est le mot de la fin alors. Quant à vous, foncez en librairie découvrir Comment écrire de la fiction de Lionel. Et Lionel, merci encore. Merci à toi. Pour ce temps. Merci à